Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être venus par cette belle matinée ensoleillée pour notre dernier apéro littéraire de la saison. On se retrouvera au mois d'octobre. Et nous avons le plaisir d'accueillir Frédérique Dolfein. Frédérique Dolfein est née à Bruxelles. Elle a une formation de comédienne, elle a exercé la mise en scène, elle le fait peut-être toujours, et Non. l'écriture. Oui. Elle a réalisé des courts-métrages, Oui. dont certains ont été primés. Oui. Elle a enseigné la dramaturgie, le jeu d'acteur, le Shintaïdo, Shintaïdo, oui. Elle est aujourd'hui écrivaine, formatrice, animatrice en atelier d'écriture et co-dirige la collection Orbe aux éditions Esperluette, qui est une très très belle maison d'édition qui réalise des livres intelligents, intéressants et très beaux aussi comme objets livres si vous aimez les objets livres. Et aujourd'hui, elle vit du côté de Dinan. Voilà. Oui. Et je dis tout ce qu'il fallait. Je ne sais pas si tu as dit tout ce qu'il fallait, mais voilà, c'est juste. Ce qui a été dit est juste. Très bien. Alors, on va parler avec elle de son roman Les Oubliés. Et que c'est un bel objet, la couverture est déjà magnifique. Et est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots? Oh. Enfin, quelques mots. On va pas les compter. En quelques mots, c'est difficile parce que c'est un roman, en tout cas un travail d'écriture qui a une genèse forte, à savoir que c'est un travail particulier pour moi puisqu'il part d'un événement historique, donc quelque chose qui s'est vraiment passé par chez nous dans nos contrées, et que parce que d'habitude je travaille plutôt à partir de quelque chose qui est plus pulsionnel ou émotionnel ou sur partir d'images. Donc ici c'est un travail qui se base sur un fait historique, donc qui a demandé beaucoup, mais on en parlera j'imagine de travail documentaire, mais aussi et ça c'est le parti pris dès le départ, qui est aussi une fiction. Donc c'est un roman qui mêle ou qui entrelace une réalité historique et un monde ou une réalité fictionnelle qui fait partie de tout ce travail. Donc c'est un roman que j'ai écrit pendant un longtemps. J'ai mis beaucoup de temps pour l'écrire. Voilà. En fait, ça parle d'une révolte paysanne dans la région d'Oualcourt. Voilà. Et depuis que j'ai lu ce roman, j'en ai parlé à des personnes que je connais qui habitent dans la région d'Oualcourt. Personne n'est au courant de cette histoire. Alors je me demandais comment toi, tu étais venu, tu t'étais intéressé, comment tu avais été informé sur ces événements. Alors, de fait, personne n'est au courant de cette histoire. C'est un aspect un peu désolant du cheminement que j'ai fait dans mes recherches. J'ai vraiment pas réussi à rencontrer soit des descendants des protagonistes de l'événement. Et donc moi j'en ai eu vent parce qu'un jour dans un atelier d'écriture, un monsieur s'était inscrit et on a commencé à travailler ensemble. Et il se fait qu'à un moment donné, en se présentant, il évoque le fait qu'un jour, il a co-réalisé, en tout cas travaillé sur un scénario de documentaire. Et donc, comme j'ai travaillé dans le monde du cinéma, ça m'a intéressée. Donc, j'ai creusé un petit peu, essayé de savoir ce qu'il avait fait. Et c'est là qu'il m'a raconté cette histoire dont personne n'est au courant ou plus au courant dans la région d'Oualcourt, qui est l'histoire des Catulas. Donc c'est un événement qui a lieu très précisément en 1847 et qui a fait qu'un certain nombre, enfin un nombre assez important de personnes se sont liées pour effectuer une révolte. Et donc lui et son collègue avaient tenté de faire ce documentaire qui a eu lieu, je l'ai retrouvé, j'ai retrouvé les traces de ce documentaire. Je pense qu'il a dû être diffusé et c'était assez succinct. Enfin, je veux dire, l'événement était relaté. Il était même mis en scène, un peu comme du théâtre amateur, comme ça. Et puis c'est tout.
Et ça m'a touchée. En fait, j'ai été un petit peu creusée. J'ai commencé à faire un petit peu des recherches. Et là, c'est le côté peut-être intuitif du travail de l'écrivain qui, à un moment donné, quelque chose vient vous prendre, vous marabouter comme ça, et fait qu'il y a une énergie qui se met en mouvement, qui se met en route, et qui là, se met en route pour cet événement. Il se fait aussi que quand ça s'est produit, c'était très proche en fait du grand mouvement, tout le début du grand mouvement des Gilets jaunes, et qui m'interpelle toujours d'ailleurs. Et donc il y a pour moi c'est pas un parallèle parce qu'on ne peut pas comparer comme ça des événements, mais en tout cas il y a un lien ou une pensée qui m'a bien habité pendant tout mon travail et qui est reliée à notre époque contemporaine. Oui, justement, j'allais dire, ça fait immédiatement écho aux Gilets jaunes, oui, mais aussi aux colères du monde agricole très récentes et qui continuent. Oui. La semaine dernière, on annonçait que dans la région de Liège, il y avait des reprises d'action des Gilets jaunes. Donc, cette histoire qui se passe il y a près de 200 ans maintenant, elle fait toujours écho à aujourd'hui, parce que les causes finalement sont assez proches. C'est le prix des denrées alimentaires, c'est le prix encore que c'est l'inverse, puisque là, ce sont plutôt les acheteurs qui se révoltent parce que les prix sont trop élevés, tandis qu'aujourd'hui, c'est plutôt les fermiers qui n'arrivent plus à vendre à des prix corrects ce qu'ils produisent. Mais enfin, on est quand même dans le même type de problème, de problématique. On est à une époque là comme ça, pour ceux qui n'ont pas lu, mais enfin il y a une situation qui est critique, parce que ça fait en 1847, ça fait un moment qu'il y a des aléas climatiques, savoir que le blé est foutu, donc il y a un problème de production, en tout cas de disponibilité du gras, et dans cette année-là, en plus, il se fait qu'il y a, se montre en tout cas, pas qu'en Belgique, la maladie de la pomme de terre qu'on n'appelait pas encore mildiou à l'époque, et qui fait que cette tubercule qui était censée pouvoir nourrir, en tout cas faire en sorte qu'il n'y ait pas de famine, elle n'est pas disponible non plus. Donc il y a un vrai problème de nourriture. Donc vous connaissez, on a beaucoup plus entendu parler, mais les problèmes, les désastres humains qui ont eu lieu et qui se sont montrés en Irlande. Chez nous, il y a eu aussi famine, et cette famine s'est plus montrée et a plus eu lieu dans le nord du pays. Et donc les historiens aussi se sont plus penchés sur ce qui s'est passé dans le nord, donc en Flandre, dans le nord du pays, et beaucoup moins, ou quasi pas d'ailleurs, dans nos régions à nous, ici. Oui. Oui, c'était le moment où il y a eu l'immigration en masse vers les États-Unis. Alors ça, c'est surtout pour l'Irlande. Mais en Flandre aussi. Mais en Flandre aussi, et par chez nous aussi. Donc moi, en grattant, j'ai retrouvé de mes ancêtres qui sont partis comme ça vers là-bas, vers le grand là-bas. Mais il y a eu une migration du nord du pays pour nous, donc de cette jeune Belgique, 1847, on a 17 ans, vers nos contrées à nous. Donc il y a eu pas mal de personnes venant de Flandre qui sont partis avec rien, parce qu'ils avaient rien, mais rien de chez rien, vers Lille, beaucoup, vers Liège, vers Charleroi, et par petits groupes ou petites grappes se sont retrouvés plus dans les régions de Walcourt, etc. Mais ce sont vraiment des épiphénomènes là. Oui. Donc ce sont des mouvements de population qui ont été forts. Hein, je veux dire, Lille s'est trouvée quand même presque envahie. Enfin, je veux dire qu'il a envahi dans le sens pas négatif, mais il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées là-bas, à un tel point que les gens dormaient en masse dans les rues et mouraient de toute façon parce qu'il y avait pas à manger. Oui, ça aussi évoque d'autres problématiques d'actualité. Oui. Les migrations, les déplacements de population, parce que
Parce qu'on n'a plus rien à manger. Parce qu'il n'y a plus rien et qu'il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus rien. J'avais lu à propos d'un village flamand où on avait tout vendu. On avait même vendu l'église pour avoir de quoi payer les passeurs vers les États-Unis. C'est assez... Alors, des choses qu'on imagine peu aujourd'hui. On imagine chez nous, en tout peu cas. Chez nous, et il faut savoir que, enfin, je reparle de l'Irlande, dont on avait quand même quelques bribes d'informations par chez nous ici, à l'époque, mais la situation, quand je dis dramatique, elle était cauchemardesque. Je veux dire que il y avait, quand j'ai rien à bouffer, il y avait rien à bouffer. On mangeait la terre, on mangeait les écorces, et les familles et les villages entiers crevaient dans les champs et au bord des chemins. Parce que, et là, il faut quand même, il faut le dire, il y avait une politique qui était, il y a peu de grains. Le grain, on le garde, pour les lentilles et pour l'exportation. C'est-à-dire que le peu qu'il y avait, qui était effectivement exporté, était accompagné par l'armée, parce qu'évidemment, les gens affamés, les personnes affamées, n'ayant de toute façon plus rien à perdre, attaquaient les convois. Donc c'était meurtrier dans tous les sens du terme. Donc plus de grains pour les petits agriculteurs non plus, ça voulait dire plus d'argent, donc plus de possibilité de payer son loyer ou la location d'une terre, donc ça voulait dire aussi exproprier, donc plus de toit, plus de nourriture, et il y a eu 1 million de morts. On parle d'1 million de personnes qui se sont déplacés vers le Grand Là-bas, comme je dis, vers le Canada, vers les États-Unis, mais il y a aussi 1 million de morts en Irlande. C'est énorme. Donc chez nous, on n'a pas eu... Le désastre n'a pas été jusqu'à ce point-là, mais il y a eu un désastre. Et je veux dire que ce qui, moi, m'a le plus interpellée, ou ce qui m'a fortement interpellée ici, ce sont des documents que j'ai trouvés. J'ai pas trouvé grand-chose, mais je suis quand même tombée dessus. C'est le total déni. Le total déni de ceux d'en haut, enfin donc de ceux de Bruxelles. Alors on sait, ok, jeune Belgique, encore très peu d'organisation, je veux dire, on est à un début de quelque chose, donc tout ça vivote un peu comme ça peut, mais il y a un réel déni, à savoir que j'ai quand même trouvé un document qui raconte et qui dit mais tout va bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas, tout va bien. Justement, dans ces régions, Walcourt, Berzé, même par ici, quoi, tout va bien. Et ça, c'est pas un document sur lequel je suis tombée tout de suite, mais quand je suis tombée sur ce document-là, je me dis, ok, s'il y a un sens, un nucléus à mon travail, un sens profond à ce que je suis en train d'écrire, et jamais qu'un bouquin, jamais qu'une histoire, même si elle est basée sur un fait historique, c'était cette découverte, ou en tout cas, oui, cette conscience du déni. Et quand on parle des Gilets jaunes, et quand on parle aujourd'hui de la colère des agriculteurs, oui, ça, c'est quelque chose qui fait écho pour moi, c'est ce déni. Une sorte de mépris. Cette expression que les Français utilisent beaucoup, hors sol, ils sont hors sol. Oui, ils sont hors sol, ils sont pas dans la réalité, mais le déni, c'est quelque chose de beaucoup plus cruel. Mm-hmm. Ça n'existe pas. Ta colère n'existe pas. Ton problème n'existe pas. Le fait que tu n'aies pas de pognon, ou que tu sois exproprié, ou que tu perdes ton boulot, n'existe pas. Tu te débrouilleras, tu t'adapteras. Même pas. Tu n'existes pas, parce que si je te dis tu t'adapteras, je te regarde et tu existes. Non, tu n'existes pas. Et ça, c'est malheureusement une réalité, c'est quelque chose que je trouve, et ça c'est très personnel ce que je dis là, qui se montre de plus en plus, et qu'on ose dire, et que un tas de personnes qui sont en place ont l'air d'assumer et de vivre tranquillement. C'est grave. C'est très grave. Je veux pas pourrir votre samedi, mais c'est grave. Mais tu as donc toute une série de documents, tu as cette thématique qui a émergé. C'est un roman historique, tu l'as dit dès le départ. Ce n'est pas simple
d'articuler la réalité historique avec la fiction. Oui. Comment est-ce que c'est surtout pourquoi. Parce que c'est vrai, j'aurais pu me saisir de l'événement. J'avais comme des documents, hein. Enfin, on pourra en reparler. Il se trouve de toute façon dans le bouquin, j'avais les actes du procès puisque ces fameux Catulas, ils ont été arrêtés. J'ai quand même trouvé des embryons ou des morceaux d'histoire qui ont été racontés. C'est vrai que j'aurais pu écrire fiction documentaire, on va dire, ou fictionnaliser juste le côté documentaire. Et assez vite, je me suis dit non, il y a quelque chose qui me manque. C'est le creuset de l'époque. Et c'est le creuset social, mais social avec un S quelque part. À savoir que, certes, je peux me sentir proche de ces personnes qui ont souffert, qui se sont révoltées, mais je trouvais intéressant de faire cohabiter, comme dans la vraie vie, les nantis, les moyennement nantis, pour faire simple, et les pas nantis du tout. Parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et que lorsqu'on a un personnage qui est fortement nanti et qui se balade avec, dans ses sacoches, on va dire, à manger, et qu'il rencontre des personnes qui sont démunies de tout et en train de crever devant lui, et qu'il ne va pas donner ce qu'il a dans ses sacs, il va poser un acte, mais pas celui-là, eh bien, oui, tous, moi y compris, on garde notre caddie et on passe à côté de personnes qui peut-être sont en train de crever de faim. Hein. Je dis voilà. Donc ici, il y a une volonté qui n'est pas morale ou moralisatrice de ma part, mais réellement de se dire pour le lecteur, pour les lectrices, de dire il n'est pas question de s'identifier, mais de se dire quelle posture nous on a. Et c'est pour ça que dans ce roman, je ne prends pas de parti. On m'a souvent posé la question, et c'est un choix d'autrice qui est très concret. Il n'y a pas de morale. Je ne voulais surtout pas ça. De façon à ce que nous puissions nous saisir de l'histoire et peut-être être en déni, pourquoi pas. Voilà, on fait ça tout le temps. Mais aussi de pouvoir se dire, mais oui, mais celui-là, il agit comme ça, celui-là agit comme ça. Et si je ne vous fourgue pas moi, mon point de vue ou ma valeur morale, vous êtes libre. Vous êtes libre, vous, de poser le regard qui est le vôtre, et chacun là avec, sa conscience quelque part. Et si je refais écho, si on refait lien avec ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Soit on est dans le déni, soit on ne l'est pas. Il y a d'autres thématiques qui jaillissent de cette confrontation finalement entre nantis et non nantis, et notamment il me semble que cette confrontation se manifeste en particulier dans les relations entre les jeunes qui ont été amis d'enfance, alors que 2 sont des enfants de fermiers, 2 sont les enfants du médecin, donc ils sont bourgeois, et qui vont prendre les distances qui vont se prendre. Je trouve que ça figure bien les rapports sociaux qui apparaissent ici. Et j'ai un petit extrait que je voudrais lire, me semble-t-il. Après, il y en a un autre. Les jeux prirent fin. La force de travail de Marcus fut requise à plein temps. Célina connaît les bonnes manières, elle sait lire et écrire, elle entrera en condition, sera placée comme domestique. Amy l'engagea, elle fut confiée à Zélie, elle reçut une robe de drap brun, une robe de drap gris, 3 tabliers blancs, une paire de bottines, des bas de laine et de coton, 2 mouchoirs, 2 fichus et des épingles pour les fixer dans les cheveux. On la munit d'un livret, ses journées furent de 12 heures. Le dimanche matin, elle eut congé le temps de l'office et reçut une demi-journée rien que pour elle tous les mois. Ses gages furent remis en bonne partie à son père. Elle eut pour chambrette un réduit avec un lit, une chaise, un coffre, une table de toilette, une lampe à huile, un pot de chambre, une petite lucarne. Elle apprit la conduite à tenir à l'égard des visites, à avoir un travail ordonné et efficace, à servir le thé, à ne pas donner son avis, à rester en arrière des maîtres, à être discrète, ponctuelle, à dresser une table, à servir, à ranger l'argenterie, les cristaux. Elle apprit l'ordonnancement des bibelots, la gestion des nappes, des serviettes, à superviser le frottage et le cirage des planchers et des parquets par les servantes, l'entretien des meubles, des tentures, des draperies.
Consciente de son privilège, elle échappait au statut de servante. Elle se soustrayait à son père au travail de la ferme. Elle n'aura pas à tenir le ménage, à frotter les planchers, à faire les lessives, à soigner les poules, à aller puiser l'eau au puits, à traire les vaches, à s'occuper du potager, à faire les repas, à empoter le cahier dans la laiterie, à conduire les bestiaux à la pâture, à repriser les effets, à filer, à tricoter, à repasser le linge, à travailler au champ. Elle sortait de sa condition, elle s'élevait. Je trouve que ça symbolise bien, d'une part, le rapport de classe, puisque elle ne peut plus être l'amie de ceux avec qui elle était amie, mais en même temps, elle ne le vit pas comme un événement malheureux. Au contraire, elle reçoit une promotion. Oui, elle reçoit une fameuse promotion, parce que de fille de fermier, alors dans son cas c'est un gros fermier, enfin on va dire, voilà, c'est un gros fermier, il n'empêche que c'est une fille déjà. Une fille, à l'époque, ils ne font pas d'études, elle sait lire, elle a appris à lire. Et parce qu'elle a côtoyé, il y a des personnes, là sont les enfants du médecin, mais pour l'histoire, pour ceux qui n'ont pas lu, les enfants du médecin sont en grande accointance avec le noble du coin. Elle va bénéficier de cette promotion et devenir domestique. Ce qui est une ascension énorme. Voilà. Qui comprend ce qu'elle comprend en termes de tâches, etc. Mais elle ne sera pas ni fille de ferme, ou en tout cas femme de ferme, mais elle ne sera pas servante. Savoir que, bon, là j'ai comme beaucoup fouillé, beaucoup lu sur la condition de la femme et les conditions de travail aussi de l'époque, ce n'était pas rien. On peut évoquer l'histoire du livret dans ta lecture. Moi, je ne me rendais pas compte de ça. Enfin, je ne le savais pas d'ailleurs avant de démarrer ce travail, que toute personne, il n'y avait pas de carte d'identité à l'époque, mais les personnes étaient munies obligatoirement d'un livret, dire que c'est d'un livret de travailleur. Donc, si vous n'étiez pas porteur de votre livret, d'ailleurs, vous étiez en faute. Et ce livret, il était remis à votre employeur, qui pouvait y noter ce qu'il voulait. Et donc, il y avait, de par là même, un pouvoir terrible pour tout employeur. Alors, on parle des femmes, mais pour les hommes, c'était la même chose, hein, les journaliers, etc., etc. Ils pouvaient noter ce qu'ils voulaient. Donc, ça veut dire qu'en tant que fille de ferme, en tant que boniche, en tant que servante, si vous refusiez de passer à la casserole, comme on dit par exemple, ben, on pouvait vous virer comme ça du jour au lendemain en disant que vous aviez, je sais pas, moi, volé des œufs. Et personne n'avait à redire par rapport à ça. Donc, vous ne pouviez vous tenir qu'à carreau, vous tenir bien tranquille, être dans l'obéissance, avoir votre livret. Vous étiez libre de partir, mais avec quoi dans votre livret d'inscrit, hein? Donc, il y avait un joug terrible, une propriété, enfin, on n'est plus au Moyen-Âge, mais enfin, il y avait resté une propriété des employeurs sur ces personnes, sur ces travailleurs, une masse travailleurs, qui était très grande, qui était très importante, et qui était absolument dépendante, qui pouvait se faire virer du jour au lendemain. Ils n'avaient aucun droit, même pas le droit, et ça c'est important par rapport en tout cas à l'histoire que j'ai menée, de se rassembler. Quand on parle aujourd'hui de la possible interdiction de manifester, c'est un droit qu'on a acquis, mais qui n'était pas présent à l'époque. Donc il ne pouvait pas se rassembler à plus de X en dehors des fêtes religieuses, des processions, des fêtes de village, des choses comme ça. Ça était très contrôlé, très regardé. Donc, se rassembler pour pouvoir aller contre quelque chose était compliqué. Et quand ça s'opérait, et quand ça se faisait, ici je parle dans le roman aussi d'une histoire des écorceurs, hein, des gens qui rataient les écorces, et qui à un moment donné ont dit stop, on est trop mal payés, qui se sont un tout petit groupe, mais ces gens ont été arrêtés, ils allaient en prison.
c'est une dimension qui nous échappe et qui est terrible. Et il faut regarder, et c'est important de regarder nouveau cet écho, mais de regarder les acquis qui ont été arrachés avec le sang, avec la vie, pour en arriver où nous sommes aujourd'hui. Quand on parle de perte d'acquis, nous on parle de perte de privilèges quelque part, mais c'est très grave. C'est aussi le chemin, l'énergie, la vie que des centaines, des milliers de personnes ont mis sur le tapis pour faire en sorte, enfin, ils ne pouvaient pas présumer de l'avenir, mais qui font qu'on en est aujourd'hui à avoir des congés, à avoir certains droits encore sociaux, etc., etc., etc. Quand je parle de déni, ben c'est aussi ça, de pouvoir regarder d'où on vient, que nos acquis, nos privilèges, on les doit à ceux qui nous ont précédés, à leur mouvement, à leur énergie, à leur courage. Oui. Ce livre, c'est ça aussi. Et en particulier dans le livre, aussi la condition des femmes. Il y a déjà Céline, mais de manière générale, quel que soit leur milieu, chacune des femmes, enfin les 3 femmes les plus importantes de cette histoire, essayent de se libérer de la nomination des hommes, parfois, souvent avec leur aide d'ailleurs, mais c'est quand même aussi quelque chose d'assez frappant. Que ce soit Amy, qui parce qu'elle est anglaise et que dans le système anglais, c'est le fils qui hérite de tout, et la fille, les sœurs sont soumises totalement au pouvoir de l'homme. Que ce soit Margot qui veut étudier, qui ne veut pas se marier, ou Célina, ici on l'a vu, toutes qui essayent d'échapper au pouvoir du père. Toutes ont envie de se libérer de leurs conditions, et elles sont solidaires, quelle que soit leur classe. Il y a ça aussi d'assez particulier. C'est Amy qui va aider Célina, qui va... Il y a une solidarité parce qu'il y a un vécu commun. C'est ce qui rassemble, je pense, possiblement les humains à partir du moment où ils ont un vécu commun, un vécu qui est difficile. C'est le vécu commun de l'ensemble de cette population, ou de ces populations, parce que c'est comme plusieurs villages, hameaux, villages, c'est leur vécu commun, leurs difficultés communes qui fait qu'ils vont se rassembler et partir en marche, c'est-à-dire qu'ils vont effectuer des pillages. Mais c'est un réel collectif. Alors les 3 là, donc on a évoqué, on va pas parler d'un collectif, mais de la solidarité. Alors quand on parle comme ça de la solidarité féminine, ben oui, et d'autant plus à l'époque, je pense qu'elle était d'autant plus prégnante parce que les difficultés ou les possibles plutôt pour les femmes, ben, ils étaient quasi inexistants. On est encore une époque où étudier n'était pas possible. Déjà la scolarité était problématique à cette époque-là. Mais non, pour une femme, c'était pas possible d'accéder à des études. En tout cas, pas des études formelles. Non, on pouvait étudier chez soi. Oui. On pouvait, si on avait accès aux livres aussi. C'est ça. Mais et le mariage aussi est finalement la seule issue. Le mariage est la seule issue pour possiblement... Pour peu que le mari soit disposé à laisser une marge de liberté à sa femme. C'est une dépendance totale du bon vouloir du masculin. C'est le cas dans le cas de c'est dans le cas de Margot parce qu'elle a un père et que elle a pas, comme les autres femmes, elle n'a pas la possibilité d'avoir une fortune personnelle. Les seules possibilités d'avoir une fortune personnelle, c'est si vous étiez veuve. Pour ça, il fallait d'abord se marier et puis hériter, possiblement ne pas se remarier. Voilà. Et donc Margot, elle s'en sort parce que elle a une certaine force de caractère et en même temps elle a une grande loyauté à son père parce que les femmes étaient élevées
là-dedans aussi. C'était une trahison aussi, ou un grand manque de loyauté que de partir et de se dire vas-y, va te faire foutre, je vais prendre ma vie en main. C'est quasi impossible. Ouais. Même en étant relativement nanti, enfin, en n'étant pas dans le besoin en tout cas. En ce qui concerne l'anglaise, Amy, oui, elle va se marier pour échapper à un destin qui lui pend au nez, puisque c'est son frère qui hérite de tout, et que son frère, il va décider de possiblement la marier à quelqu'un par intérêt. Enfin, je veux dire, c'était comme ça. En fait, quand je dis c'était comme ça, c'est dur, mais c'est une réelle condamnation. Et donc, s'en sortir, c'était pas une mince affaire, quoi. Ici, d'ailleurs, les personnages, au fond, fonctionnent par groupe. Il y a Baptiste, Amar, Ami, la noblesse. Et il y a le médecin et ses enfants. Et puis, il y a les enfants du fermier. Oui. Mais à l'intérieur de chaque couple, je trouve que il y a quand même une grande harmonie entre toutes ces personnes. Tu peux nous parler de tes personnages? Oui, alors les personnages, je ne peux pas tous les prendre, c'est quand même pas mal de figures. Ceux que tu préfères. Mais c'est lui, en fait, ceux dans lesquels tu t'es le plus investi au moment de les imaginer. Alors, d'abord, la façon dont tu amorces ce chapitre-là ou cette boîte-là, ça, c'est quelque chose qui m'appartient, mais c'est l'idée de l'humanité qui nous habite. Et donc, ces personnages qui sont mis en exergue ont tous une humanité, leur part d'humanité. Et donc, le travail, pour moi, c'était d'aller rencontrer chaque fois leur part d'humanité et de faire le lien, bien sûr, avec le récit, avec l'événement, etc. Donc, si je parle des personnages, moi, qui m'ont le plus marabouté, justement, ou hameçonné comme ça pendant ces quelques années d'écriture, mais oui, il y a le personnage de Margot, inévitablement, qui est probablement le plus proche de la personne que je suis. Mais en principe, ça ne doit pas intéresser les lecteurs. Margot est un personnage qui a... Le personnage du médecin m'a très fort intrigué longtemps, parce qu'il est ambigu. Il est en même temps bien agrippé à sa posture sociale, à ses privilèges. En même temps, il a un regard plus ou moins légèrement politisé, on va dire, sur les événements, sur la condition, on va dire, justement des journaliers, etc. Il a un avis assez relativement tranché. Il n'est pas d'accord, justement, avec Margot, qui, elle, a probablement plus d'empathie aussi. Donc c'est un personnage qui est ambigu, il m'a longtemps intrigué. Et alors il y a le personnage du baron, qui est le personnage, l'aristocrate de l'affaire. Et volontairement, lui, je ne pouvais pas en faire un que méchant. C'est un riche et c'est un méchant. C'était tellement facile. Il a sa part d'humanité aussi, elle est présente. Et ce personnage m'a intéressée parce que le bouquin démarre avec ça. D'ailleurs, il a vécu un drame, il a perdu Amy, la fameuse anglaise, elle est morte, et il est noyé de chagrin. Et ce chagrin prend de la place dans le roman. Et c'est fait exprès, parce que ô combien nos états d'âme vont nous préoccuper, vont nous ramener à nous-mêmes, à notre petit moi, et possiblement nous fermer ou obturer notre regard sur le collectif et sur ce que les autres vivent de difficile. Et donc il y a une cohabitation et qui est humaine et qui fait partie du monde d'un phénomène ou d'un événement qui est très personnel et qui est un deuil et qui est une très grande tristesse et qui est légitime, comme est terrible et certainement légitime ce que vivent, on les nomme les Catulas, mais ces personnes qui avaient faim et qui ont effectué cette révolte en collectif. Je précise en collectif parce que c'est vraiment important dans l'histoire. Et donc je les aime tous.
Pour résumer, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que quand j'écris, bon, je peux un peu parler de mon travail d'écriture, mais ils sont là tout le temps. Et au plus j'avance dans mon travail et au plus ça se creuse, on peut parler du propos, on peut parler du sens, mais ces personnages pour moi sont vivants, ils sont réellement vivants, ils sont là. Et ils dorment avec moi, ils mangent avec moi, j'en rêve, ils apparaissent, alors un peu plus là, un peu plus l'autre, et puis ensemble, je vais dire. Mais ils sont très très présents. Et ils prennent leur liberté. Et ils prennent leur liberté, et ça c'est quelque chose que je défends, même dans mon travail de transmission, puisque voilà, je donne des ateliers d'écriture et tout ça, mais dans ce travail de transmission, c'est effectivement de laisser les personnages vivre, de ne pas les forcer. Alors c'est sûr qu'il y a un axe, il y a un gouvernail, puisqu'il y a un propos, qu'il y a quand même quelque chose de conscient et d'assumé de ma part en termes d'intention, mais c'est vraiment de les laisser vivre et de leur faire confiance. Et ça marche à chaque coup. Là, je suis sur un nouvel écrit, voilà, et rebelote, je leur fais confiance, je les laisse me mener où je dois aller finalement. Et c'est un apprentissage réel que d'être au service. On parle toujours au service d'une œuvre, au service d'un texte, mais c'est être au service des personnages aussi, parce qu'ils sont vivants. C'est un peu déroutant quand on commence à lire le roman, c'est le découpage. Oui. Retour en arrière, changement de point de vue, insertion de poésie. Ça vient naturellement ou c'est un choix délibéré? Alors, les deux. Délibérément, parce qu'effectivement, cette espèce ou ce tissage qui est entre une écriture qui raconte, voilà, je pense qu'on raconte une histoire et puis on écrit une histoire. Pour moi, ce sont deux choses différentes, raconter et écrire, et qui vont de pair, forcément. Donc, il y a des moments où il y a plus de la volonté ou d'intention de faire avancer, de raconter le récit, de raconter l'événement, ou dans d'autres bouquins, pareil. Et puis, il y a des moments où c'est vraiment l'écriture. Et cette écriture, elle se travaille, ce ne sera jamais fini. Voilà, je vois bien comment les choses avancent maintenant. Elle est au service de quelque chose qui est de l'ordre du sensible pour moi, et de l'écho, de la résonance. Et donc, comment, par le biais des mots, de l'assemblage des mots, des sons, des rythmes, des choix posés en termes de phrases, on peut parler de syntaxe, etc., mais du choix de l'écriture, comment chaque choix, chaque moment, chaque choix dans la matière mot, dans la matière de l'écrit, va être au service de cette chose qui m'habite et qui tente d'aller toucher le lecteur et les lectrices à des parts de leur être. Et des parts de leur être qui n'est pas nécessairement les mêmes en fonction d'où on est dans le bouquin. Et ça explique probablement les changements. Alors, c'est pas vraiment des changements de ton, mais des changements d'écriture qui mêlent des moments très poétiques avec des moments qui sont peut-être plus rudes. Bien qu'ici, il y ait eu un travail d'écriture de ma part. Je ne pouvais pas écrire comme en 1847, c'est pas possible, c'est pas mon époque, et je ne trouvais pas ça juste pour moi. Mais je voulais me rapprocher d'une écriture de l'époque. Donc j'ai été bien relire Balzac et tout cela pour quand même me rapprocher d'une certaine façon et de parler. Là, on peut parler de niveau de langage, mais aussi de niveau d'écriture. Voilà. Et puis, par rapport à cette ligne du temps, il y a l'événement en soi du bouquin, l'événement central, il est très court, il est très bref, il se passe en 3 jours à peu près. Mais il y a la vie des gens. Et ça, ce n'est pas un choix délibéré au départ, c'est parce que les personnages m'ont emmené comme ça. Et que de parler de leur vie, que de parler, voilà, on remonte dans le temps et on parle d'Amy, etc. Mais c'était aussi parler d'un voyage qui s'opère. Puisqu'elle quitte l'Angleterre, qu'elle arrive chez nous, elle part pas avec rien. Enfin, ils ne partent pas avec rien, ils sont chargés. Ils ramènent des tableaux, ils ramènent des coffres, des étoffes, enfin des bibelots, enfin tout ce qu'on dit. Ils ramènent beaucoup de choses. À côté de ça,
on a ceux qui viennent de Flandre avec rien. Et il y a des contrepoints qui ne sont justement pas moralistes de ma part, mais au niveau de la narration, ils se font. Et donc, il y a aussi un tissage qui se fait entre comment vivent de façon naturelle, parce que c'est intrinsèque à leur classe, à leur posture sociale, et comment ça cohabite avec d'autres qui ont une autre posture sociale, qui ont, quand je dis pas d'autres biens, non, pas du tout ceux-là. Oui. Tout ça cohabite. Et donc c'est pas un parallélisme, c'est plutôt une juxtaposition des événements ou des façons de vivre ou des micro-événements de la vie qui possiblement créent un tissage aussi aux lecteurs ou lectrices à faire le lien, à le vivre. J'espère. On va lire un petit extrait encore pour qu'on puisse apprécier l'écriture, un passage très poétique. Obscurité. Certains l'aperçoivent bleu. Quelques flocons. Demain, le ciel sera plus grand. Ils ont glissé à l'ombre. À présent, ils sont là, en silence, debout le long des murs d'une grange. Une belle petite grange aux odeurs de fruits. Au fil des cueillettes, pommes, poires, cerises, prunes, noix, noisettes, châtaignes y sont entreposées avant de partir pour le marché. Au froid, la grange accueille l'espace de quelques heures, perdrix, cailles, bécasses, oies, gélinottes, coqs de bruyère, pigeons, canards, lièvres. Un petit gibier dont le baron fait bon commerce, qui transite par des cuisines où l'on plume, d'épaisse, des os, des coupes, des nerves, où l'on hache, larde, farcie, où l'on barde. Peut-être rencontreront-ils des truites saumonées, un brochet, des écrevisses, des perches, un barbeau, un filet de dinde, de chevreuil, de biche, cher ami. Il y a ces listes, cette accumulation qui est assez particulière, qu'on avait déjà dans la série des tâches de Célina, qui donne un rythme, je trouve, et une poésie intéressante au texte. Oui. C'est un goût de la liste, un peu comme Philippe Bladban qui vient de faire un roman par liste, ou bien ce sont les circonstances qui font sont plus, alors, c'est pas le goût de la liste, bien que je trouve que la liste soit un exercice d'écriture très intéressant, mais c'est plus une respiration et un souffle et un regard. Un regard, c'est-à-dire qu'à partir du moment, si je fais un plan séquence ici, que je panote sur vous, je vais voir un tas de visages. Je peux m'arrêter sur chacun des visages, mais je suis dans un mouvement continu. Voilà. Je peux aussi m'arrêter sur chaque visage, parler du visage, mettre un point, mais je n'aurai pas le même effet. Je n'aurai pas le même effet dans ma lecture et donc dans mon vécu de lectrice que sur une liste comme tu évoques. Et donc oui, ça me donne un souffle, ça me donne un regard qui est pas le même. Voilà. Donc, maintenant, il y a la confrontation avec toute cette abondance et les gens qui sont... C'est ça, parce que tu lis pas la suite, mais effectivement, dans cette grange qui accueille l'abondance, c'est le lieu où va se réunir l'embryon, le début du groupe qui va se révolter, et eux, ils ont faim. De nouveau, c'est le contrepoint. C'est pas moraliste, mais c'est comme ça. C'est dégueulasse. Oui, je n'ai pas lu la suite parce que je voulais, c'était sur le côté poétique. Oui, c'était ça. Mais alors là, je ne sais pas faire autrement. C'est quelque chose qui fait partie de mon ADN, même si je peux écrire des choses parfois qui sont, je mets des guillemets, plus trash, voilà. Plus dur, mais ça reste un travail d'écriture. Parce que je crois dans le possible, je crois même fermement, dans le possible de l'effet que l'on peut produire par le biais des mots, par l'agencement des mots, mais on peut parler évidemment d'art plastique, enfin je veux dire c'est la même chose, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec les personnes en atelier aussi, c'est cette conscience de l'effet que l'on produit. Les consciences de l'effet que l'on produit quand on commet, ici, ce sont des mots, c'est de l'écriture, mais ça peut être tout à fait autre chose. Et que cette conscience-là, elle est vraiment importante, elle m'habite en permanence, alors quand je travaille, mais pas que.
Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe quand on pose un acte? Qu'est-ce qui se passe quand je vous parle? Qu'est-ce qui se passe? Pour terminer, je vais revenir au début. D'accord, Je vais lire une définition à force ouverte. d'accord. Alors c'est une expression que je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression à force ouverte. Eh bien voilà, caractérise une action concertée réalisée par un groupe de personnes animées de la même intention qui se retrouvent à un moment donné et en un lieu déterminé pour manifester leur supériorité physique ou leur pouvoir de contrainte par un déploiement de force, ne permettant pas la résistance ou étant simplement de nature à susciter la crainte. Je ne sais pas si ça existe encore Alors, en droit. Alors, je ne pense pas, parce que quand je suis tombée sur les mots à force ouverte, je suis tombée dessus parce que c'est repris dans les actes du procès. Donc, pour la petite histoire, quand même, nos protagonistes historiques, donc ceux qui ont vraiment vécu, il y en a une série qui ont été arrêtés. Donc ça a été comme violent, hein. Je veux dire, il y a eu des poursuites, il y a eu des traques. On a fait venir les on a gendarmes fait, de Charleroi, on a fait venir l'armée de Philippeville. Enfin bon, ça n'a pas été juste comme ça, toc toc, on a faim, on va vous prendre votre grain, sinon on vous casse la gueule. Non, ça a été violent, c'était fort. Et donc il y a une quarantaine de personnes qui ont été arrêtées, dénoncées d'abord. Ça aussi, c'est intéressant, enfin, de se dire qu'ils ont été dénoncés. Le village est tout petit, les gens se connaissent. Et ils ont été arrêtés, emmenés, emprisonnés, et puis ils ont été... alors, pour petite histoire, il n'y avait pas encore de train qui faisait Walcourt. Enfin, le train ne passait pas du tout par là, donc ils ont été emprisonnés, je pense, à Charleroi. Ils ont marché jusque Couillet pour prendre le train aller en procès à Namur. Et c'est aussi ça, pour revenir au début de l'entretien, qui m'a happé, c'est que ils ont été un trou de mémoire sur le mot. Je ne sais pas ce que tu veux. Au procès, ils n'ont pas été condamnés, quoi. Ils ont été acquittés. Ils ont été acquittés. Et donc ça m'a interpellée, parce que c'était pas rien, ce qui s'est passé, c'était pas rien. Donc là, j'ai été en contact avec des avocats qui m'ont dit, oui, à force ouverte, on n'utilise plus du tout ça maintenant, qui ont lu, eux, du coup, les actes du procès, qui ont essayé de retrouver d'autres traces, mais on n'a pas trouvé d'autres choses, d'autres documents. Et donc c'est ce qui a été invoqué par les avocats de la défense. Donc c'est cet élément-là. Et à l'avantage des pilleurs. Donc, ils n'ont pas été condamnés comme des pilleurs, comme des gens qui auraient commis des actes violents en bande organisée, etc. C'est ça qui était vrai. Et donc, ils ont tous été acquittés. C'est très étonnant. Oui. Quand on imagine, l'époque avait quand même une justice de classe, je suppose, quand on voit ce qu'il en reste aujourd'hui, qu'à l'époque, on n'ait pu... Alors, l'hypothèse que j'ai, c'est vraiment, et je ne suis pas du tout juriste, voilà, mais l'hypothèse que j'ai, c'est le nombre. Il y avait comme beaucoup de personnes qui étaient sur les bancs des accusés. Il y a énormément de gens qui ont des centaines, ils sont plus de 300, qui ont participé au pillage. Est-ce qu'ils ont craint une autre révolte? Je ne sais pas, ce sont des hypothèses. Mais en tout cas, ça s'est passé. Et donc, ces personnes ont été acquittées et sont revenues de Namur à pied. En charrette, je ne sais pas, mais à pied jusque Beurzé, puisque ça, Beurzé est l'épicentre vraiment de l'événement, avec Tille-le-Château, Gourdines, enfin, quelques patelins là autour, quoi. Voilà. Il y a toujours des descendants de ces personnes? Oh, alors, j'ai fait des recherches aussi, j'ai contacté la commune. Oui, il y en a. Et il y en a, en tout cas, il y a une famille qui sont alors c'est pas les Catulas, mais qui sont les Canivets. Les Canivets, voilà, les Canivets que j'ai retrouvés, parce que comme j'avais les noms
j'ai essayé de trouver sur le net, même via les sites de généalogie, et j'ai trouvé comme ça cette famille des Canivet qui organise, pour la petite histoire, tous les ans, une énorme cousinade où ils sont plusieurs milliers, je crois. Et eux connaissaient l'événement de façon très succincte, mais ils savaient que des ancêtres, pas si ancêtres que ça, c'est 5 générations, avaient participé à cet événement, mais ils n'en avaient pas plus. Donc, je sais qu'ils se sont saisis quand même de l'histoire, puisque leurs ancêtres ont participé à cet événement-là et ont été parmi sur les bancs des condamnés. Mais il y en a d'autres. Et donc, en contactant la commune qui a gentiment fait passer, donc Walcourt en l'occurrence, a fait passer un avis dans le bulletin communal, je n'ai pas eu de... Pas de retour. Non. Et donc, le titre se justifie complètement. Les oubliés, parce qu'ils ont été oubliés. Quand je parlais de déni, on les a oubliés. Y compris sur place. Oui. Oui. C'est étonnant. Oui. C'est étonnant, c'est terrible. Oui. Et c'est même étonnant au sens premier, parce que quand même, quand il se passe un événement pareil dans un village, on s'en souvient de génération en génération. Oui. Ou alors on a voulu oublier aussi. On a voulu oublier, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas. Eh bien, merci Frédéric. On va donner la parole au public maintenant. Il y a sûrement des questions, des remarques, des propositions à propos du roman, de ton travail en général. Comme ça, de réaction de l'Église. Ah oui, il y a l'Église. Non, on en parle du curé. Non, il y avait effectivement une église à Bordeaux, un curé, dont j'ai retrouvé le nom, etc. Mais il n'y a pas eu de réaction. Les seules traces que j'ai pu trouver concernaient les œuvres un peu de charité, comme il y avait un peu dans tous les patelins. Mais bon, c'était quand même assez terrible, ces œuvres de charité, parce que c'était pas grand-chose, mais c'était aussi maintenir les personnes, on les exploitait, en échange d'un bout de pain et de 2 sous, on les exploitait, on les mettait au travail presque de force. Ouais. Donc j'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Il faut savoir aussi que j'ai comme été plongée dans la documentation, ce qui était possiblement disponible au sein des bibliothèques ou du centre historique, qui m'ont donné certains documents, mais très peu, parce que tout a disparu. Alors, les guerres sont passées par là. Probablement beaucoup de documents ont été brûlés. Ce que je signale dans le bouquin, c'est vraiment tout ce que j'ai pu trouver. Même en contactant des personnes dont c'est le métier, qui sont historiens, on n'a pas vraiment pu m'aider davantage. Et pour l'Église, vraiment, j'ai rien vu passer. Oui, c'est quand même bizarre que le curé soit resté tout à fait indifférent à cette misère. Alors, indifférent, alors peut-être qu'il donnait un bout de pain à ses ouailles, j'en sais rien, je ne sais pas, mais c'est une masse de personnes. C'est quasi tous les journaliers, c'est quasi tout le monde. Mais à mon avis, pour ce que j'en sais de l'époque, l'Église a sans doute eu comme réaction d'appeler au calme, de dire que c'était l'ordre social voulu par Dieu, enfin ce genre de choses. Moi, je suis pas rentrée là-dedans en fait. Sinon je partais. J'ai gardé quand même mon axe. Donc je n'ai pas plus de réponses par rapport à ça. Mais maintenant, la place de l'église était très prégnante. Ça c'est clair. Ça j'ai vraiment pu lire et dans toute la documentation que j'ai trouvée, ils avaient beaucoup à dire. Compris, on parlait de Margot tout à l'heure, sur l'éducation, sur la lecture. La censure, elle était quand même bien présente. Et ce qui était mis en place, c'était effectivement pour tenir le tissu tissé, pour que ça ne se dilite pas. Donc il n'est pas le curé. Je n'ai pas vu qu'il avait fait partie, en tout cas des centaines de personnes qui ont été
qui ont été dans les fermes, chez les censiers, chez les fariniers, vraiment chercher à manger. Peut-être parce que la colère grondait fortement aussi. C'était pas, on se met en rang gentiment, on va chanter une chanson pour avoir un bout de pain. Ils ont été au bâton quand même, hein, et à la pierre, quoi. Je suis très intéressé par le fait que vous insérez de la poésie dans le récit, et j'aimerais savoir à quel moment vous ressentez le besoin d'insérer la poésie et de quel est le but, s'il y a un but, d'insérer cette poésie. Alors, quand on va prendre, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça, hein, poésie. Donc, si on peut parler d'écriture poétique, et à certains moments, ça dépend de mes bouquins, il y a des espaces qui sont plus, quand je reparle de poésie, de façon un peu plus formelle. Voilà. Ouais. Et donc, mon objectif ou mon intention plutôt, je l'évoquais tout à l'heure, mais c'est vraiment de pouvoir, par le biais de cette écriture-là, à ces moments-là, toucher quelque chose pour rentrer en résonance avec les possibles lecteurs et lectrices d'une autre façon. C'est le pouvoir de l'écriture de faire ça. Donc que ce soit de cette façon-là ou de façon plus comment je vais dire ça, plus, c'est pas classique, mais moins poétique, on va dire, c'est la même chose. Hein. Et donc le pouvoir de la poésie dans une description, dans le pouvoir de pouvoir évoquer une certaine tension, une certaine émotion, mais aussi une certaine idée. Alors on peut bien sûr parler de métaphore, mais sans être dans l'explication. Pour moi, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon travail. Je défends que et dans ce que j'aime lire aussi, je n'aime pas que les choses soient expliquées. Alors on peut me les raconter. C'est le pouvoir de la narration, du fil narratif, mais surtout qu'on me les explique pas. Et donc, à partir du moment où je sens que je vais expliquer, mais vraiment, s'il y a vraiment pas moyen de faire autrement, mais je sais que j'ai encore du travail. Ça veut dire que j'ai pas trouvé la bonne façon de dire pour ne pas expliquer. Donc c'est un cheminement qui est continu. Hein. Je veux dire, je vois ce que j'écris pour le moment, qui est vraiment très très différent. Je suis confrontée à chaque fois au même, c'est pas des problématiques, mais au même type de travail, au même questionnement avec les mots, au même questionnement du choix. C'est toujours des choix. Écrire, ce sont des choix. On fait des choix tout le temps. Mais voilà. Et donc ici, ce sont des choix différents. C'est une autre expérience. Et heureusement, sinon, ce serait bien embêtant. Mais je ne sais pas faire autrement. Je m'attache parfois à me dire, ok, si je pouvais le dire autrement, comment est-ce que je le dirais, comment est-ce que je le mettrais en mots, écrit, en l'occurrence, mais ça me rattrape. Donc je pense que ça doit faire partie de moi quelque part. Alors je vous remercie pour votre attention. On se reverra dans pas mal de temps, enfin à la rentrée, au mois d'octobre. Je n'ai pas la date, j'ai cherché mais je l'ai pas notée. Pour une rencontre avec Marcel Leroy autour de son livre « Personne ne devrait mourir inconnu ». D'une certaine façon, on va à nouveau parler d'oublier, puisqu'il a rassemblé toute une série il raconte en fait le suivi de l'identification des derniers mineurs inconnus, enfin du bois du casier, qui continue depuis maintenant 2 ans cette recherche pour identifier ce dont on ne savait pas qui était, à l'initiative d'un fils de mineur, et malheureusement, le papa n'a pas pu être identifié. Donc, je suis sûre que ce sera encore une rencontre émouvante. Et merci, donc on va vous se retrouver autour du bar pour l'apéritif. Et en attendant, bonnes vacances.